Alors, salut et bienvenue dans notre cours de HeroCode 7, conception géotechnique. Aujourd'hui, on va essayer de progresser un peu avec le chapitre numéro 2, numéro 1, pardon. Et je pense que c'est numéro 2, pardon, sur lequel nous sommes depuis. Donc, chapitre numéro 2, base de conception en géotechnique. Donc, je pense que euh, si on veut faire court, on peut finir le chapitre aujourd'hui. Quand si je vais aller vraiment dans les détails pour vous permettre de bien comprendre avec des exemples concrets, des exemples pratiques, ça va être un peu long. OK? Donc, du point numéro 1 jusqu'au point numéro 4, ça c'est ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Donc, dans cette vidéo, on va parler de ces trois points-là. Supervision, suivi et maintenance. Et on va résumer un peu tous les points clés qu'on a vus dans ce chapitre, parce que c'est important. Et aussi, je vais commencer un exemple pratique. Cet exemple-là, c'est pour vous montrer comment on fait les différentes combinaisons des actions, c'est-à-dire des forces qui agissent sur votre structure, par exemple. OK? Donc, c'est pour cela que je disais, si on veut aller vraiment en profondeur, on ne peut pas finir le chapitre aujourd'hui. Par contre, euh, si on veut juste brosser en haut, on peut finir le tout aujourd'hui. D'accord? Donc, on commence par le premier point, le point 5, premier point de cette vidéo, le cinquième point de ce chapitre. Et supervision, suivi et maintenance. Donc, on sait que pour garantir en termes de qualité et quantité et sécurité d'une structure, des mesures doivent être prises. Et ces mesures-là incluent, sont les suivantes. Donc, le processus de construction même de votre structure, cons processus de construction, de l'exécution, tout doit être suivi et surveillé par des experts. Ça ne doit pas être laissé n'importe comment. Okay? Donc, voici pourquoi on a besoin de supervision. Et aussi le suivi. La performance de votre structure doit être surveillée, doit être vraiment surveillée de près. Et ça, pendant et après la construction de votre structure. C'est pas seulement pendant la construction. Vous devez, et c'est pas seulement après la construction. Vous devez surveiller de près la performance de la structure. Donc, voici pourquoi on a besoin d'un suivi. Par exemple, si vous partez dans les barrages, par exemple, on met souvent des capteurs partout pour voir le niveau de l'eau, est-ce qu'il y a des déplacements, tout ça. Ou bien dans les mines, là, par exemple, mines à ciel ouvert, par exemple. Il faut vérifier souvent si il n'y a pas quelque part qui bouge la fosse, parce que la fosse peut s'écrouler sur les gens facilement. Donc, il faut suivre. Et maintenance aussi. Il faut de la maintenance. Et ça, malheureusement, il y a certains qui négligent vraiment la maintenance, parce que si vous faites bien la maintenance, la structure peut vraiment vivre ou survivre, en tout cas des intempéries, souvent au-delà même de la période eh, pour laquelle la structure a été conçue. Par contre, si vous négligez la maintenance, peut-être ça ne va même pas atteindre un tiers de cette période-là. OK? Donc, on ne va pas aller en profondeur sur ça, parce que l'objectif de ce cours-là, c'est vraiment le dimensionnement. C'est pas vraiment comment faire la suivi, et supervision et puis maintenance, là. D'accord? Nous, c'est les calculs, on veut savoir comment dimensionner. On est d'accord? Voilà. Donc, on passe maintenant au résumé des points clés qu'on a vus ici, et dans ce chapitre-là. On a parlé des exigences de la conception, la complexité de la conception. Donc, plus la structure est complexe, plus on doit confier ça à des experts. OK? On a vu ça ici. Et les catégories en géotechnique, catégories géotechniques. On a parlé de trois catégories géotechniques. OK? Catégorie numéro 1, catégorie numéro 2, catégorie numéro 3. Donc, plus ça augmente, plus la complexité augmente. Donc, chaque catégorie a ses exigences
vis-à-vis des outils de conception. OK? Et on a parlé aussi des conceptions, différentes manières de faire la conception. Différentes manières de faire la conception. Donc, on a parlé des mesures prescriptives. Ces mesures prescriptives-là, c'est les abacs, des tableaux et des figures. Donc, ça, on a vu que ça n'utilise pas les coefficients. Il n'y a pas de coefficients. Et on a parlé aussi des dimensionnements par calcul. Je pense que tout ce cours-là va se baser, se focaliser surtout sur ces types de dimensionnements. Et on a parlé, dans la vidéo précédente, on a parlé un peu de comment faire ces dimensionnements par calcul là. Comment vérifier tous les états limites par calcul. OK? On a parlé de ça. Hein? Donc, observation ou test. Donc, il arrive que vous choisissez juste de faire des observations et des tests. Donc, Eurocode 7 autorise à vérifier si les états limites ne sont pas dépassés juste à travers des observations et des tests. Et des tests sur le terrain, par exemple. OK? Il y a un autre qui manque, c'est le cas de vérification à partir de, comment on appelle, la vérification directe, ça veut dire la structure sur le terrain, et puis on part, on vérifie directement. Là, si on n'a pas trop de données pour faire les dimensionnements. Les états limites, on a parlé de plusieurs états limites. La stabilité générale, je pense que ça est dans les états limites ultimes. Et les différents états limites ultimes, on en a parlé. Il y a les états limites ultimes de type géotechnique, de type structure, de type équilibre, de type uplift, c'est soulèvement, et des types hydrauliques, retire d'origine hydraulique, OK? Et les états limites des services. Donc, voici en gros tous les points qu'on a fait dans ce chapitre-là. OK? Donc, ça, c'est rapidement résumé. On va passer maintenant à des exemples concrets. Dans la pratique même, comment faire les combinaisons des différentes actions qui agissent sur votre structure quand vous voulez dimensionner, par exemple, des fondations. Cet exemple, plus précisément, on va essayer de dimensionner une fondation. OK? Et du début jusqu'à la fin, comment obtenir les actions d'abord, c'est-à-dire la descente des charges, tout ça, avant d'attaquer les différentes combinaisons. Donc, c'est ça l'objectif. D'abord, comment obtenir les forces qui agissent sur votre fondation. Et après, comment faire la combinaison de ces forces-là. Donc, pour cette vidéo, on va se limiter avec ces deux choses. Mais dans la prochaine vidéo, peut-être si on décide d'aller en profondeur avec les exemples là, on va montrer comment faire les différentes combinaisons. OK? Donc, on va prendre un exemple. Donc, l'exemple qu'on va prendre, c'est pour illustrer de quelle manière les actions doivent être combinées pour dimensionner de manière adéquate, pour concevoir des fondations en géotechnique. OK? Maintenant, les combinaisons des actions, là, ça vient surtout de l'Eurocode 1990, là. C'est pas vraiment la géotechnique. Descente de charge, c'est pas géotechnique, c'est structure. OK? Voilà. Mais je veux que vous sachiez comment on obtient ces choses-là sur la fondation. OK. Donc, situation de conception d'abord, on va décrire petit à petit. Donc, on va considérer un bâtiment de n égale à 3 étages, OK, avec la dimension B en largeur 48 mètres, en longueur, pardon, 48 mètres, en largeur 15 mètres sur le plan, et qui est divisé en 8 travées sur la longueur et des travées, des travées dans la direction haute. Donc, la hauteur de chaque étage, 3,2 mètres, et le plancher du bâtiment
les planchers, c'est-à-dire les planchers, là, les dalles, ont une épaisseur de 25 cm. De 150 mm, c'est 25 cm, non? Voilà, voici un peu la figure qui illustre un peu ce que je viens de dire. Donc, on a 3 étages, 1, 2, 3. 3 niveaux. Et la longueur BX, ça fait 48. Largeur BY, ça fait 15 mètres. OK? Et sur la longueur, on a 8 travées. Donc, 1, 2, 3, ça va continuer ici, 4, 5, jusqu'à 8 ici. Donc, j'ai expliqué ici, quand vous avez quelque chose comme ça, là, ça veut dire on a juste coupé pour faire sa cour. Sinon, normalement, si on devait continuer jusqu'à ça va être 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, ainsi de suite jusqu'à 7 et puis 8 ici. Donc, on a juste coupé pour dire qu'en réalité, ça continue. OK? Donc, faut pas que ça va vous embrouiller. Parce qu'il y a d'autres qui ne savent pas lire vraiment choses. Les plans. Et si la largeur, là, c'est seulement des lignes. Ça, et puis ça. OK. Donc, chaque étage, 3,2. Donc, on a chaque étage, la hauteur, 3,2 mètres. OK? Ouais. Donc, le plancher du bâtiment, les planchers là, 250 mm, c'est-à-dire 25 cm. Les planchers, par exemple, ce qu'on voit ici, les gris foncés là, ça, ce sont les planchers, par exemple. Donc, 25 cm. L'épaisseur de plancher. OK? Donc, des murs de réfant destinés à résister au renversement sont situés aux deux extrémités du bâtiment et ont des épaisseurs T égale à 300 mm, c'est-à-dire 30 cm, et B, W égale à 4 mètres de largeur sur le plan. J'explique un peu qu'est-ce que ça veut dire mur de référence. Voici par exemple un mur de référence. On appelle ça en anglais shear wall. Donc, ces murs-là, ça peut aider à résister au tremblement de terre, puisque ça résiste au cisaillement, en quelque sorte. Si ça fait pendant les tremblements de terre. Donc, ces murs-là, vous voyez, de la fondation jusqu'en haut, donc du début jusqu'en haut, c'est comme mur de soutènement. Okay? Et ces murs aussi, ce sont des murs porteurs. Donc, si vous prenez ici, dans les données qui sont ici, on a l'épaisseur du mur qui fait 30 cm et on a la largeur qui fait 4 mètres. Vous voyez qu'on n'a pas donné, on n'a pas donné quelque chose sur la hauteur. Et c'est normal. Parce que la hauteur, c'est tout simplement la hauteur totale de l'immeuble. Cet exemple-là, ça n'a rien à voir avec notre exemple ici, hein, notre exercice ici. Hein. C'est juste pour illustration que j'ai donné ça. OK? Donc, la hauteur, ça sera juste la hauteur de notre immeuble. Et heureusement, ici, même, cet exemple-là, c'est 3 étages. Donc, voici ce qu'on dit, le mur de référence. Donc, un réservoir d'eau, on a un tank ici, réservoir d'eau, qui a les dimensions 2 mètres, 5 mètres et 5 mètres, c'est-à-dire profondeur, longueur et puis largeur. Donc, installé au-dessus du mur, du mur là, du mur de référence. Donc, je reviens un peu sur ce mur là. Vous voyez ici les traits noirs là. Par exemple, ici, si notre cas ici, voici un mur ici, voici un mur ici, voici un autre de l'autre côté. Et voici un autre ici. Donc, quand vous voyez les traits ici là sur le plan, à vue de plan là, ça matérialise le mur de référence là. Ce mur là. Et je voyais. Voilà. Donc, si le trait qui est là aussi, c'est pareil. Ça matérialise notre mur de référence. D'accord? Donc, ces murs-là, on vous dit que euh, il y a, il y a un réservoir qui est déposé
au-dessus de ce mur-là, à une extrémité du bâtiment. Donc, ici, là, vous voyez le réservoir là, en partie. En réalité, c'est pas sur le mur lui-même, mais sur la fondation, en fait. Fondation du mur. Parce que vous voyez la fondation, la partie grise là, ici. C'est ça la fondation du mur de refend là. OK? Donc, il y a une partie de notre tank, le réservoir d'eau là, qui est posé. Maintenant, le mur de refend lui-même, et les murs de refend sont soutenus par des fondations filantes de longueur L 6,5 mètres, largeur 2 mètres et d'épaisseur, hauteur, si vous voulez, 1,5 mètres. Donc, c'est la partie grise là dont je vous parlais là. C'est ça la fondation du mur. C'est comme ce qui est là. Vous voyez un peu? Donc, la fondation, on vous dit que L, L, F, FDN, ça là, FDN, ça veut dire fondation, 6, OK? Et B, BFDN, c'est 2 mètres et profondeur de 1,5 mètres. C'est-à-dire largeur là, c'est 2 mètres. Et maintenant la hauteur, c'est-à-dire la profondeur de cette semelle-là, c'est 1,5 mètres. En réalité, c'est cette fondation-là, on veut dimensionner, OK, selon l'Eurocode. Donc, on a besoin de savoir toutes les actions permanentes ou variables, toutes les actions qui vont agir sur cette fondation-là pour pouvoir la dimensionner. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Faire la décharge de charge pour savoir c'est quoi qui descend, quelles sont les charges que cette fondation-là va recevoir pour pouvoir transmettre au sol. Voilà, c'est ça notre objectif ici. Donc, les actions imposées, on va commencer. Parce qu'on veut toutes les actions qui vont agir sur la fondation. Actions imposées, enfin, caractéristiques suivant les actions suivantes agissent sur le bâtiment. Donc, on a charge sur le toit, donc QF et QRF. RF, ça veut dire roof. Roof, qui veut dire toit en anglais. Donc, 0,6 kPa sur la toiture. On n'a pas modélisé la toiture là ici. Hein. Okay? Ça n'a pas été modélisé concrètement. Et charge office, les bureaux, le sol du bureau, les bureaux là, dans les bureaux là. OK? Dans les bureaux. Les charges 2,5 kPa. Ça, ce sont les charges. On a dit charges imposées, actions imposées. C'est-à-dire, les meubles, si la toiture, vous utilisez, par exemple, comment dirais-je, un parking, par exemple. Donc, tout ça là, ça dépend de votre utilisation. Ça, ce sont les charges imposées. Okay? Ce n'est pas le poids propre même de la structure. Ce sont les charges que vous allez donner. Par exemple, si c'est une salle qui va accueillir une salle de réunion, par exemple, qui est censée accueillir plusieurs personnes. Donc, la charge imposée n'est pas la même que si vous avez un petit bureau. OK? Donc, ça, ce sont des données qui existent. Donc vous devez savoir, on va revenir sur ça d'ailleurs. Ce sont les ingénieurs de structure, les gens qui dimensionnent béton armé là. C'est eux qui doivent vous donner ces charges-là. OK? Parce que, comme je dis, ça, c'est pas vraiment de la géotechnique. Donc, charge maintenant de la partition. La partition, les différentes partitions là, 0,8 kPa. Donc, ce sont les charges imposées là comme ça. Et le vent maintenant, le vent qui va agir de façon horizontale sur la structure. Vous voyez ici les flèches qui sont là. C'est l'action du vent. Donc, il ne faut jamais oublier ça. Maintenant, cette action du vent là va dépendre dans quelle région vous trouvez, dans quelle zone vous trouvez. Ce n'est pas seulement dans quel pays. Même à l'intérieur d'un pays, la charge du vent peut changer. Parce qu'il y a des villes où il y a des localités où les vents violents sont fréquents. Par exemple, il y a des localités où il y a des typhoons, par exemple. OK? Comment on appelle typhoon en français? Les typhons, ou bien c'est quoi? Typhoon, c'est anglais. Peut-être des typhons, c'est ça. Donc, la densité, on vous donne
du béton, 25 kN par mètre cube. Pour l'eau, on vous dit 10. Donc là, on vous a donné pour l'eau. Si on ne vous donne pas, prenez 9,8. C'est mieux. Donc, ça, ce sont les charges qui ont été imposées. OK? On peut dire charges d'exploitation aussi, peut-être. Je ne sais pas. Demandez aux ingénieurs de structure, là, ils savent. Maintenant, géométrie. On a besoin de savoir la géométrie. Sur quelle superficie ces charges-là vont agir? Quelque chose comme ça. Donc, la superficie totale, donc ça, il suffit de faire longueur totale multipliée par largeur totale. Donc, BX multiplié par BY. Donc, vous vous rappelez, c'était quand même 48 et puis 15, non? Quelque chose comme ça. Donc, ça fait 270 mètres carrés. OK? Maintenant, la zone tributaire au-dessus du mur de stabilité, ce mur-là, quelle est la partie, la superficie qui agit sur ce mur-là? OK? Quelle est la charge supportée par ce mur? Indirectement, quelle est la charge supportée par les fondations, la fondation du mur? OK? Parce que, comme je vous ai dit, ce que nous voulons ici, c'est dimensionner cette fondation qui est portée par ce mur. Supposons que c'est le mur là qui est là, et voici la fondation du mur. Voilà, le mur là qui est là. Donc, quelle sera la surface donc tributaire là? Ceux qui ne comprennent pas surface tributaire, voici la formule. Même si vous ne comprenez pas la formule là, au moins vous devez comprendre ce que ça signifie, surface tributaire là. OK? Si je prends par exemple, pendant les descentes des charges en, en béton armé par exemple, donc, quelle partie de votre dalle par exemple, si on a des poteaux ici, OK? Par exemple, poteau Y, poteau Z, poteau X, quelle est la partie de la dalle qui sera récupérée par le poteau, par exemple? Et vous voyez. Donc, si on prend toute cette longueur-là, vous divisez en deux. Toute cette longueur, vous divisez en deux. Toute cette longueur, vous divisez en deux. Cette longueur aussi, vous divisez en deux. Donc, voici finalement ce que cette partie-là en orange-là, c'est ça le poteau X va supporter. Donc, si vous prenez le poteau Y, par exemple, comme ici, là, il n'y a rien, c'est du vent, il n'y a pas de dalle ici. Donc, elle va supporter seulement, ce poteau-là, pardon, va supporter seulement cette partie-là. Par contre, ce poteau-là, Z-là, qui est en extrémité, il n'y a rien ici, il n'y a rien ici, va supporter seulement un quart de ce que ce poteau X-là va supporter. Donc, en quelque sorte, c'est quelque chose comme ça. Donc, si vous prenez, par exemple, on vous avait dit que ici, là, la longueur totale, c'est combien? C'est 48, non? Je pense, hein? Maintenant, il y a combien de... Les allées, là, c'est combien? C'est 8. 48 divisé par 8, ça va faire 6. Je pense que c'est cette même distance-là qui est là. Donc, ça veut dire que c'est 6 qui est là. Mais en faisant les 48, le BX, c'est 48. Les NX, là, vous vous rappelez, c'est le nombre des allées, là. Il y a jusqu'à 8. Donc, on a juste coupé pour souci de représentation, que ça ne soit pas trop long. Donc, si vous prenez B8, BX, ça là, divisé par NX, tout ce que vous allez obtenir, ce n'est que cette distance-là, par exemple. Ou bien cette distance qui est, autrement dit, qui est 6. D'accord? Maintenant, si vous voyez là, quelle est cette partie? C'est comme ce poteau qui est là. Vous voyez, c'est une partie, vous divisez ça en deux. Par exemple, si je prends cette allée-là, divisé en deux, c'est cette partie que ce truc-là va prendre. OK? Donc, ici, si on divise par deux, vous allez voir que ça va donner à peu près cette distance. Donc, techniquement, la superficie A qui est calculée ici, là, c'est cette surface qui est là, en pointillé, limitée en pointillé, là. Bon, il y a la couleur du tangle là qui casse ça, mais c'est à peu près ça. Donc, c'est ça, la zone tributaire qui va agir, que notre dalle là va recevoir. Donc, à chaque fois, si vous avez des charges en kilonewton, vous divisez ces charges-là par cette surface, vous allez obtenir les charges en kilopascal correspondant. Et inversement aussi, vous pouvez obtenir des kilonewtons et des kilopascal en kilonewtons en utilisant cette surface-là. C'est juste une histoire de diviser ou bien de multiplier pour aller
convertir des kilonewtons en kilopascal. Mais c'est cette surface-là que vous allez utiliser. Parce que contrainte égale la force divisée par surface. Vous savez ça déjà. Donc, surface-là, c'est ça comme ça. Donc, on va parler maintenant des actions caractéristiques permanentes. Quelles sont les actions permanentes? Donc, les actions permanentes, c'est d'abord les poids propres des structures. Donc, les planchers sont faits en béton armé. Donc, en multipliant le poids unitaire du béton armé, qui est 25 kN par mètre cube, multipliant ça par l'épaisseur de la dalle, donc vous obtenez en kilopascal. Okay? Kilonewton par mètre cube multiplié par mètre, parce que D c'est l'épaisseur de la dalle, qu'on a dit qui fait 25 cm, non? Donc, vous allez obtenir kilonewton par mètre carré. Kilonewton par mètre carré, c'est ça qui est kilopascal, hein? OK? J'espère que vous comprenez ça. Donc, 6,25 kilopascal. Donc, ça, c'est les planchers là. Chaque plancher a ça comme poids propre. OK? Donc, il vous suffit, bon, on va voir ça après, de multiplier par chose, le volume, la surface qui est les choses. La surface, parce que là, kilopascal, on vous a dit que c'est kilonewton par mètre carré, non? Donc, si vous multipliez ça par la surface tributaire là, qui va venir, les A là, vous allez voir que vous allez obtenir en kilonewton. Donc, du coup, vous avez la charge qui descend sur la charge qui est due au poids du plancher. OK? Maintenant, la charpente toiture, c'est-à-dire en haut là, qui n'est pas représentée ici, hein? OK? Cette charpente-là, on vous a dit 15,5. Donc, ça va dépendre du matériau. Avec quel matériau vous avez construit votre charpente. Voilà, quelque chose comme ça. Et aussi plancher surélevé. Le plancher qui est là, le dernier plancher là. Donc, on vous dit peut-être remouvable et on peut enlever. Donc, ça, c'est 0,5 kilopascal. Donc, ça, ce sont des données qu'on a données comme ça. Le poids propre, donc, du réservoir aussi, des réservoirs d'eau, Donc, vous avez les dimensions du réservoir et on connaît le réservoir d'eau là, on va dire que c'est sur le poids de l'eau, quoi. Donc, les 10 kN par mètre cube. Voilà. Donc, multiplié par le volume du réservoir. OK? D fois L fois B. Tank. Donc, on divise par D. Pourquoi on divise par D? Parce que vous voyez que c'est une partie, c'est la moitié du réservoir qui va reposer sur cette fondation. Donc, l'autre moitié est ailleurs. Donc, on divise par D pour le temps. Donc, poids propre maintenant du mur central. Bon, du mur lui-même, quoi. Le mur ce mur là. Le mur de refend là. Donc, on a le mur étant fait en béton armé, donc on utilise le poids unitaire du béton armé qui est 25 kN par mètre cube là. Et le T, vous vous rappelez, c'était 300 mm, donc 30 cm. L'épaisseur du mur, notre mur de refend là, ici là. Donc 300. Et comme épaisseur, et la largeur, c'était combien? C'était 4, non? Et B là, c'était 4 mètres, je pense. Maintenant, la hauteur, je vous avais dit que la hauteur du mur de refend là, c'était la hauteur totale de l'immeuble. Donc, les trois, c'est ça qui est là exactement. C'est cette hauteur. Donc, comme on a H qui est hauteur d'un niveau et qu'on a 3 niveaux, donc en faisant H fois 3, on obtient la hauteur totale. Voici pourquoi ici, on a N fois H. N étant le nombre d'étages qui est 3. OK? Donc, hauteur fois base fois épaisseur, vous obtenez le volume. Donc, volume du mur multiplié par le poids unitaire, le poids volumique, vous obtenez le poids. Voici pour le mur. OK?
Donc, action maintenant, c'est toujours les actions permanentes, je pense. Donc, poids propre de la fondation elle-même. Fondation, la dalle, là. Fondation, on va dire rectangulaire, cette fondation. Vous vous rappelez des dimensions de la fondation. Donc, comme fondation en béton armé, donc, on utilise les 25 là, multiplié par D, c'est-à-dire l'épaisseur de la fondation, la base de la fondation et la longueur de la fondation. Et vous obtenez ça. Ça, au moins, c'est très clair. Donc, volume multiplié par poids volumique, vous obtenez le poids. Très simple. Maintenant, poids propre total des éléments non, non amovibles, qu'on ne peut pas, qui est normal au sol, hein, qu'on ne peut pas enlever là, qu'on ne va pas enlever. Donc, ça sera poids N fois le poids de, comment on appelle? Floor, FL, c'est dit le plancher, français puis anglais. Le FL, là, ça veut dire floor, ça dit chose, plancher ou bien terrasse en anglais. Donc, on en a comme jusqu'à 3. 1, 2, 3. Donc, le poids, vous vous rappelez qu'on nous avait donné ça en quoi? Kilopascal. Donc, en multipliant par la surface tributaire, là, les A, là, vous vous rappelez du A? La surface tributaire, si vous avez dit la surface que le mille va recevoir, qui va agir sur le mille, descend des charges, là. Donc, multiplié par et la toiture même maintenant. La toiture en haut ici. Donc, c'est la N. N, c'est-à-dire 3 fois. Parce qu'il y en a 3. 1, 2, 3. Et ça là maintenant, peut-être. Donc, plus le poids du mur, plus poids de fondation. C'est ça qui va faire les charges permanentes qui ne sont pas, qu'on ne peut pas, c'est-à-dire amovibles. Donc, on obtient 1353 kN. Maintenant, poids propre total qu'on peut enlever là, c'est le tank, poids du tank là. Ça, on peut enlever à tout moment. On peut décider qu'on va enlever le tank là. Ou bien, c'est surtout l'eau. Vous avez vu quand on a calculé le poids du tank là, c'est tank, c'est réservoir, hein, attention. Donc, on a juste calculé le poids de l'eau contenue dedans. Donc, on peut vider l'eau. L'eau, ça peut se vider. Ou bien, OK? Et puis, il y a une partie du toiture là, le plafond par exemple. Ce qu'on vous dit plafond là, c'est-à-dire la partie, peut-être plafond en bois ou truc qu'on peut enlever là. Ça aussi. Donc, N-1 qu'on peut enlever. Donc, les deux là vont faire techniquement des 179 kN. Et maintenant, les actions variables. Donc, pour les actions variables, qu'est-ce qu'on en a? Les actions qu'on a imposées là, qui sont normales au sol. Donc, ce sont les charges d'exploitation là. Sur la toiture, donc vous vous rappelez, on avait donné la valeur en kilopascal. Donc, il faut juste multiplier par la surface tributaire là, pour avoir ça. Hein. Ça, c'est pas vrai. Hein. Okay. Ça doit être kilonewton, c'est pas kilopascal. Parce que ça, là, déjà, c'était un kilopascal. Donc, multiplié par la surface tributaire, là, ça fait kilonewton au lieu de kilopascal. OK? OK. Donc, on corrige ça et puis on continue. OK? OK, on continue. Donc, pour maintenant, sur le toit, sur le sol, au sol maintenant, on a ça, c'est ce qu'on avait sur le toit, l'action imposée. Maintenant, sur le sol, on en a comment?
N moins 1. Donc, ça va faire 2. 2 fois 1. Ça, c'est pour office. Et ça, c'est pour les partitions. Ouais, c'est comme on appelle ça. Yes, partition. Donc, multiplié par A, la surface tributaire. Donc, on va avoir 180,1 kN. D'accord? Maintenant, des actions du vent. Et ça, c'est vraiment important. L'action du vent va dépendre du niveau de là où vous vous trouvez. Donc, sur la toiture, par exemple, sur le toit, donc, on aura Q. Ça, c'est la force du vent, là. Donc, multiplié par H sur 2, B sur 2. OK? Donc, c'est la formule qu'on vous donne comme ça. Et chaque étage maintenant, et chaque étage, donc la charge multipliée par l'étage multiplié par B, BX, c'est lui-là. BX divisé par D. OK? Donc ça, c'est vraiment des trucs. Si vous ne comprenez pas, je ne vais pas vous blâmer en géotechnique, hein, parce que ça, c'est truc de structure. En béton armé, descend des charges et tout ça. Donc, ça dépend. C'est pas Aérocode 7, ça. OK? Maintenant, l'action du vent, ce qui est normal au sol, ça, c'est horizontal. Direction horizontale, ça, c'est ce qui est là horizontalement. Maintenant, de façon verticale, ça va être 0 parce que le vent n'agit pas trop de façon verticale sur le sol. Bon, c'est ce qui est supposé, hein. Voilà. Donc, maintenant, effet de moment de l'action du vent. Donc, parce que quand vous avez l'immeuble comme ça, le vent qui vient, qui pousse, donc, il y aura un moment. Donc, pour avoir le moment, c'est très simple. C'est la force multipliée par bras de levier, tout simplement. Force multipliée par bras de levier. Donc, nous voulons un moment au sol, dans notre fondation ici. Donc, il suffit d'avoir la force et d'avoir le bras de levier de la force et vous avez le moment. Donc, si on prend premier étage, ici, là, donc, vous voyez ici, la force du vent, là, et on multiplie ça par N-2, c'est quoi? Nombre d'étages, c'est combien? C'est 3, non? Moins 2. Ça fait 1. Donc, c'est comme si c'était la hauteur, là, c'est ça. Maintenant, on doit faire plus la profondeur de la fondation, c'est-à-dire la hauteur de la fondation. OK? Par exemple, cette hauteur, ça, c'est DX. Parce que je vous ai dit que c'est notre mur de référence là, qui est là. OK? Et cette fondation-là, c'est elle qui est là encore. Donc, le DFDN là, c'est ça qui est là. L'épaisseur de la hauteur de notre fondation. Et cette largeur là, BFDN, ça c'est L, hein, pardon. Ça, c'est qui est là. Longueur. On a dit que notre fondation est de 4 mètres. Maintenant, la largeur, c'est combien? C'était combien? Je ne me rappelle pas. C'est pas 2 mètres. Ou bien c'est ça qui est 2 mètres et ça, c'était 1,5, je pense. Bon, anyway, c'est la fondation qui est là. Donc, il faut aller jusqu'au bout ici. OK? Donc, hauteur H plus D. En quelque sorte, c'est ça. C'est comme si on a fait la charge. Cette charge-là, vous voyez, si vous êtes au premier étage, cette charge-là, multipliée par cette distance, H plus D, DF, DN. Voilà. C'est-à-dire l'épaisseur de notre fondation. Donc, N moins D, c'est 1. Donc, c'est comme si c'était H. Donc, la force du vent multipliée par le bras de levier qui est ici, H plus D. Que vous obtenez ça. Si vous partez au deuxième étage, on n'a pas besoin de vous expliquer plus longtemps. Ça va faire 2 fois ça là. 2 fois H plus DN. Parce que si vous faites N moins 1,
Ça fait 2, non? Voilà, donc c'est ça qui fait les 2 là. Donc la force du vent, vous allez être ici en ce moment. Et le bras de levé va être H plus D. Plus DF, DN. C'est-à-dire hauteur de votre fondation. Et au troisième étage, ici là, troisième niveau, ça va être 3 fois H. 1, 2, 3. Donc N, vous voyez que N c'est 3, non? N fois H plus ça. Donc c'est ça qui est le bras de levé, que vous multipliez par la force du vent et vous allez avoir le moment que le vent là va générer dans votre fondation. OK? Donc, il y a des gens qui ne prennent pas en compte. Si votre bâtiment est haut et qu'il y a des vents, vous ne prenez pas en compte des moments que ça va créer dans vos fondations. Peut-être vous allez faire un mauvais travail. Donc, le total, il suffit juste d'additionner ça. Et puis, ça fait 1603 kN. Je pense que c'est tout. Hein. On va s'arrêter. Il n'y aura pas de chose. Donc, ça, c'est pour vous montrer un peu comment on obtient les forces qui agissent, les actions. Parce que si je dis force, j'exclus un peu le moment. Toutes les actions qui agissent sur la fondation. Et après ça, maintenant, peut-être on va continuer avec le même exercice. Parce que ça, c'est un cas concret, c'est pratique. Et pour voir comment faire les différentes combinaisons, là, des différentes forces. Là. OK? Voilà. Merci beaucoup.